Clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019-2020. La capitale abrite les travaux d'un colloque sur la réalité et les perspectives de la diplomatie mauritanienne. Notre pays enregistre 93 nouvelles guérisons de Covid-19, 24 nouveaux cas de cette pandémie et aucun décès durant ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, à l'occasion de la fête du trône. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays d'œuvrer pour le renforcement des relations de fraternité et de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, a présidé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019-2020. La séance de clôture a été marquée par un discours du président de la Chambre basse dans lequel il a rappelé le contexte particulier qui a marqué la session tant au niveau national qu'international en raison des répercussions de la Covid-19. Voici la traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée nationale avec Bokar Baylaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Sada al-Wizara, Zumala'i al-Nouab. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de notre deuxième session parlementaire ordinaire 2019-2020, tenue dans une conjoncture particulière, tant au niveau national qu'international, en raison des répercussions de l'apparition et de la propagation de la Covid-19. Qu'Allah en préserve notre pays et l'ensemble du monde. La lutte contre la pandémie a nécessité l'adoption de mesures de prévention rigoureuses qui ont influé sur l'ensemble des institutions, y compris notre honorable Assemblée. Celle-ci a réagi à ce phénomène en garantissant la pérennité de son action au demeurant vital d'une part et en respectant les dispositions préventives d'autre part. Tout cela a été mené en étroite concertation avec tous les groupes parlementaires. Ces mesures ont permis d'adopter plus d'une vingtaine de textes, y compris le projet de loi d'habilitation qui accorde au gouvernement la prérogative de légiférer par ordonnance sur tout ce qui a trait à ce défi coronavirus. Nous avons adopté par la suite le projet de loi de ratification de ce texte, ce qui a eu un grand impact sur l'efficience des politiques gouvernementales visant à faire face à l'épidémie. Les différents textes adoptés ont couvert de nombreux autres domaines financiers, économiques et sociaux. La session parlementaire écoulée a été également marquée par l'exercice de notre pouvoir constitutionnel de prendre l'initiative en matière législative par le dépôt, l'examen et l'adoption de la proposition de loi relative à la Haute Cour de justice, un exercice qui contribuera sans nul doute à promouvoir l'action parlementaire et à renforcer l'état des institutions. Le contrôle parlementaire n'a pas été en reste au cours de cette session. C'est ainsi que dans cette période, les travaux de la commission parlementaire d'enquête se sont poursuivis et ont pris fin, couronnés par la présentation de son rapport final. Les députés ont d'ailleurs, sur la foi de ce rapport et dans une atmosphère de concertation et de consensus, formulé les recommandations qu'ils ont estimées opportunes. Collègues députés, tout en vous félicitant pour les efforts consentis et en vous souhaitant d'heureuses vacances parlementaires, je déclare close, conformément aux dispositions de l'article 52 nouveau de la Constitution et de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session parlementaire ordinaire 2019-2020. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a adopté aujourd'hui la recommandation demandant la transmission des dossiers de la commission d'enquête parlementaire qui ne relèvent pas de la compétence de la Haute Cour de justice
au ministre de la Justice. La discussion de ce rapport avait commencé hier soir lors d'une séance plénière présidée par M. Cheikh Ould Bouaye, président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté la recommandation demandant la transmission des dossiers de la commission d'enquête parlementaire qui ne relèvent pas de la compétence de la Haute Cour de justice au ministre de la Justice, afin que les mesures nécessaires soient mises en œuvre. C'était au cours de la séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Bouaye. En début de séance, M. Yahya Ould Ahmed El-Waqf, membre de la commission, a lu le rapport rappelant les domaines couverts par l'enquête et les différentes procédures et étapes de son déroulement. La commission a passé en revue les différents domaines concernés par sa mission, après analyse des faits constituant selon elle des violations aux procédures légales et aux règles de bonne gestion. Elle a émis des observations et des conclusions. Celles-ci portent notamment sur une série de propositions de mesures correctives relatives aux lois et procédures de gestion et sur la transmission aux autorités judiciaires compétentes de certains dossiers. Les députés ont salué le travail réalisé par la commission d'enquête parlementaire en dépit de la complexité des dossiers et des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Ils ont jugé le rapport soumis à leur attention professionnelle et précis. Ils ont exigé que le rapport suive son processus normal vers les instances compétentes afin que les responsabilités des violations financières mentionnées soient clairement situées et que des décisions appropriées soient prises. Pour la plupart des parlementaires, il s'agit là d'une étape importante dans l'histoire de la Mauritanie. Le pays est selon eux à la croisée des chemins où nous faisons de ce rapport une occasion pour demander des comptes à propos des actes de pillage des deniers publics, sanctionner leur auteur, exiger la restitution des biens détournés et éloigner de toute fonction de responsabilité ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces forfaits. Où nous négligeons les conclusions et recommandations de la commission d'enquête, nous obstruons la voie à leur aboutissement judiciaire et nous encourageons, ce faisant, la corruption et la gabegie. Les représentants du peuple ont exigé de l'État qu'il retire immédiatement sa confiance à tous les fonctionnaires impliqués dans les violations mentionnées dans le rapport de la commission. Ils ont également souligné la nécessité de créer plusieurs commissions d'enquête parlementaire afin d'identifier les sources de corruption qui ont assémé dans les diverses sphères économiques tout au long de l'histoire du pays. Les députés se sont enfin félicités de l'atmosphère de consensus qui a régné entre les différents groupes parlementaires, majorité et opposition, ce qui a eu une influence positive sur la qualité du travail effectué par la commission d'enquête parlementaire. Les députés ont également adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant sur le financement du projet de gestion durable des ressources naturelles et du projet de loi portant sur le programme d'urgence pour contrecarrer les effets de la pandémie de la Covid-19. Bokarba est là-bas toujours. L'Assemblée nationale, lors d'une séance plénière présidée par Cheikh Ould Bouaye, président de la Chambre, a approuvé deux projets de loi. Le premier porte sur la ratification de la Convention de financement relative à la participation au financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux, signé le 23 juin 2020 à Rome entre notre pays et le Fonds international de développement agricole FIDA. Le second projet de loi porte sur la ratification de la convention de crédit destinée à la participation au financement du programme d'urgence pour contrecarrer les effets de la pandémie de la Covid-19, signé le 27 avril 2020 au Koweït entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Dans sa présentation devant les députés, le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould Dahi, a expliqué que d'importantes capacités nationales sont encore utilisées de manière limitée en raison de l'impact des changements climatiques, considérant que cette situation nécessite de travailler pour créer une transformation profonde et participative. Abdelaziz Ould Dahi a souligné que le premier accord de prêt alloué pour contribuer au financement de ce projet permettra à atteindre les objectifs de développement durable, notant que ce projet, qui s'étend sur 6 ans, touchera 6 wilayas, les Dohod, Asaba, Brakna, Gorgol et Guidimaha. Le ministre de l'économie et de l'industrie a expliqué que le second projet de loi porte sur la ratification de la convention de crédit destinée à la participation au financement du projet d'urgence pour contrecarrer les effets de la pandémie de la Covid-19, signé le 27 avril 2020 au Koweït entre notre pays
et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. La convention, objet du présent projet de loi, porte sur un prêt d'un montant de 15 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'1,834 milliard de nouvelles ouguiyas, destiné au financement partiel du projet d'urgence pour contrecarrer les effets de la pandémie du coronavirus. Il a précisé que ce programme a été présenté aux partenaires de développement afin de contrôler les fonds nécessaires. Au même chapitre, les députés ont adopté hier après-midi le projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était lors d'une plénière présidée par M. Cheikh Ould-Bouaye, président de l'Assemblée nationale. Cette séance plénière consacrée au projet de loi organique qui modifie certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Bouaye. Dans leur intervention, les députés ont appelé à la création des conditions permettant à la Commission nationale des droits de l'homme s'acquitter pleinement de sa mission. Ils ont aussi appelé à la mise en place des critères clairs et précis sur la base desquels le choix des représentants des organismes et institutions à la Commission nationale des droits de l'homme sera effectué. Défendant le projet de loi, le ministre de la Justice, M. Haïm Ould Ghamran, a précisé que la révision de certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 vient en application des recommandations de la sous-commission technique en charge de l'accréditation des établissements nationaux des droits de l'homme et réalise la réintégration de la Commission nationale des droits de l'homme à la catégorie A dont elle avait été écartée en 2018. Il a rappelé que la sous-commission technique en charge de l'accréditation des établissements nationaux des droits de l'homme avait rabaissé en octobre 2018 la classification de la Commission nationale des droits de l'homme, estimant que le choix des membres de l'instance n'était pas effectué de manière transparente. L'actuel projet de loi vise à combler les insuffisances constatées pour permettre à la Commission de retrouver sa place et son rang. Le ministre de la Justice a rappelé que la loi organique exige l'harmonisation des procédures de nomination des membres représentant les institutions et établissements professionnels et les organisations de la société civile. Par le passé, les représentants de l'Ordre national des avocats, les magistrats et l'université étaient nommés, alors que les autres membres, eux, étaient élus. Cette séance plénière a été soldée par l'adoption par les députés du projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé aujourd'hui dans les locaux du département un colloque sur la réalité et les perspectives de la diplomatie mauritanienne dans le but de la dynamiser davantage. Ce colloque comprend des présentations suivies de discussions animées entre les nouveaux ambassadeurs et leurs prédécesseurs pour profiter des expériences des derniers dans le domaine de la diplomatie. Abdelrahman Hamad. Pour une diplomatie active et plus volontaire. Tel est le thème de ce colloque sur les réalités et perspectives organisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger en collaboration avec le club diplomatique de Nouakchott. Objectif, revitaliser et améliorer la performance de la diplomatie mauritanienne. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a expliqué que la diplomatie mauritanienne a connu une dynamique sans précédent ces derniers temps grâce à la volonté de son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani de la promouvoir par une politique étrangère équilibrée et efficiente et en améliorant ses performances en la dotant d'une vision innovante. L'organisation de ce colloque, poursuit-il, coïncide avec la cérémonie au cours de laquelle les ambassadeurs nouvellement nommés ont reçu leurs lettres de mission par le président de la République. Ismail Ould Cheikh Ahmed a souligné la nécessité d'œuvrer à l'amélioration des expériences des diplomates grâce à la coordination avec les acteurs du domaine et à la formation continue, notant à cet égard l'importance pour les jeunes diplomates de bénéficier des expériences de leurs prédécesseurs sur le terrain. Il a ajouté que le ministère s'attelle à la mise en œuvre d'une stratégie diplomatique fondée sur une approche multidimensionnelle conduisant à des changements fondamentaux dans son action qui consiste à adopter une nouvelle restructuration en vertu de laquelle une direction générale des Mauritaniens à l'étranger a été créée
en plus d'une académie diplomatique pour améliorer l'expérience des jeunes diplomates et les former aux méthodes modernes. De son côté, le chef du club diplomatique de Nouakchott, l'ex-ambassadeur son Excellence Chersid Ahmed Babamin, a souligné que ce colloque constitue un nouveau tournant vers la formation des diplomates mauritaniens afin de pouvoir jouer un rôle plus important au niveau national et international. Il a affirmé la volonté du club de coopérer avec les ministères pour faire bénéficier les jeunes diplomates des expériences des anciens et de promouvoir un cadre approprié pour élargir le cercle de cette coopération. La première journée de ces colloques de 2 jours a été marquée par la présentation des exposés portant sur une expérience de conduite d'une mission diplomatique et sur les protocoles et les usages, suivis par des commentaires des anciens ambassadeurs ainsi que des entretiens individualisés entre les ambassadeurs nouvellement mutés et des anciens ambassadeurs qui les ont précédés à leur poste pour profiter des expériences passées dans le domaine de la diplomatie. Dans le cadre du lancement d'ateliers de revue des programmes de l'enseignement secondaire, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a effectué aujourd'hui une visite à un certain nombre d'établissements d'enseignement relevant de son secteur. Ces ateliers sont consacrés à la révision des programmes du secondaire afin de combler les déséquilibres et de mettre à jour les manuels scolaires selon une approche éducative. Rabia Deda. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, en compagnie du Wali de Nouakchott-Ouest et des autorités administratives de la Wilaya, s'est rendu au niveau des 3 ateliers consacrés à la révision des programmes du secondaire afin de combler les déséquilibres et de mettre à jour les manuels scolaires selon une approche éducative. Cette activité est programmée pour s'achever sur 20 jours. Donc dans 20 jours, nous disposerons, Inch'Allah, de programmes révisés pour l'enseignement secondaire. A été faite suivant 3 orientations principales. C'est une activité à part entière de la réforme du secteur, pilotée par le secteur en charge de l'enseignement fondamental et de la réforme. Et donc, elle va permettre en même temps, une fois que les programmes de l'enseignement secondaire sont révisés, de réviser sur la base de ces programmes le manuel scolaire pour qu'il puisse lui aussi accomplir la mission qui en est recherchée. Elle va permettre à l'École normale supérieure, qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de réviser la formation des enseignants pour que nous disposions d'enseignants qui sont capables de mettre en œuvre les approches que nous menons. Ces ateliers, qui impliquent plus de 130 inspecteurs et professeurs de terrain, se dérouleront sur une période de 20 jours. Ils ont été organisés par le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle en coopération avec le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Le coup d'envoi du projet Al-Inaya pour l'amélioration des prestations sanitaires par le contrôle de la qualité a été donné aujourd'hui à Nema par la secrétaire générale du ministère de la Santé dans le Houd al-Sharqi en présence du Wali M. Cheikh Abdallah Ulawa. Ce projet compte couvrir toutes les formations sanitaires de la wilaya. Aminata Khan. Nema, capitale de la wilaya du Houd al-Sharqi, a abrité le lancement du projet de financement axé sur la réalisation des résultats appelés Inaya, financé par l'État mauritanien en collaboration avec la Banque mondiale. Supervisant les travaux, la secrétaire générale au niveau du ministère de la Santé, Dr Halima Yayaba, a indiqué que le projet vise à fournir du matériel médical aux centres médicaux et points de santé au niveau de la wilaya et à améliorer la qualité et le rendement des services de santé. En plus de cela, la ministre a indiqué que 180 formations seront dispensées au personnel soignant. Le vice-président du conseil régional de la wilaya a souligné l'importance de ce projet, appelant les parties concernées à faire un gros effort pour en faire un succès. Abondant dans le même sens, le maire de la commune s'est félicité du lancement du projet dont la portée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État en vue de développer et d'améliorer les services de santé. La représentante du HCR s'est exprimée et elle a déclaré en substance. C'est pour moi, pour le HCR, un vrai plaisir de m'adresser à vous à l'occasion du lancement officiel de l'extension du projet Inaya dans le wilaya du Houd al-Sharqi, en vous souhaitant la bienvenue parmi nous.
Je remercie chaleureusement le gouvernement de la Mauritanie pour son hospitalité légendaire, connue de tous pour les réfugiés. À noter que l'État a adopté ce mécanisme parallèlement au mécanisme de santé existant en vue d'améliorer les performances des établissements de santé dans l'espoir de donner une impulsion aux services de santé dans les wilayas de l'intérieur. De Nema, nous allons à Nouadhibou. La secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime a effectué des visites au niveau des établissements publics relevant de son département. Abdelrahman Hamad. Port autonome des Nouadhibou, nouvelle destination de la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime qui effectue ces jours-ci une visite à certains services relevant de son département dans la ville de Nouadhibou. Sur le terrain, l'Ali Mtmenkous s'est inquise des missions et rôles de cette infrastructure vitale, surtout dans l'exploitation des produits maritimes et l'importation des marchandises, ainsi que son rôle dans la navigation maritime. Deuxième étape de cette tournée était le cercle maritime qui a pour mission l'emploi de la main-d'œuvre maritime et la délivrance des passeports maritimes biométriques. Ici, la secrétaire générale a reçu des explications détaillées sur les conditions qui entourent le lancement de la pêche en eau profonde et la situation des marins nationaux et étrangers. La dernière étape de cette visite était la direction régionale d'exploitation de Nouadhibou, où la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime s'est informée sur le déroulement des travaux dans ces services qui est la structure en charge de la délivrance des licences de pêche artisanale et côtière. Le directeur régional d'exploitation a fait un aperçu sur les missions et rôles de cette direction. Au terme de cette visite, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime a déclaré que cette visite l'a permis de s'enquérir sur le terrain du déroulement des travaux dans le service relevant du département des pêches et de l'économie maritime dans la ville de Nouadhibou. Ali Mtmenkous a précisé qu'elle a visité les écoles de formation des marins, les chantiers de construction navale et les gardes-côtes. Et dans toutes ces étapes, a reçu des explications sur leurs activités et leur rôle dans le développement du secteur des pêches. Retour à Nouakchott pour le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur la situation du coronavirus dans notre pays durant ces dernières 24 heures. Mesdames et messieurs, je vous présente la situation épidémiologique des dernières 24 heures sur l'étendue du territoire national. Nous avons enregistré 24 nouveaux cas. Les 24 nouveaux cas, c'est des cas contacts, 0 cas communautaire et 0 cas importés. Nous avons enregistré 93 nouvelles guérisons et heureusement 0 décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 6 273, dont 5 946 cas positifs parmi les contacts, 148 cas communautaires et 179 cas importés. Le cumul de guérison est de 4 776 et malheureusement le cumul de décès est de 156. Nous avons aujourd'hui 1341 cas actifs, dont 1314 asymptomatiques, 25 avec symptomatologie légère et 2 cas critiques. Le nombre de tests effectués durant les dernières 24 heures est de 668, dont 128 tests de suivi et 540 tests de diagnostic, soit un total de tests effectués de 61 961 depuis le début de la pandémie. La distribution des tests durant les dernières 24 heures est la suivante. Hod Sharqi 43, Hod Gharbi 4, Asaba 4, Gorgol 7, 13 au Brakna, 27 au Trarza, 11 à Ladrar, 224 à Nouadhibou, Tagan 3, Guidimaka 2, Tirzemour 4, Inchiri 0, Nouakchott Ouest 153, Nouakchott Nord 91 et 86 au niveau de Nouakchott Site. La distribution par Moukata de nouveaux cas. Besknou 1, Boutilimit 1, Atar 2, Nouadhibou 3, Ksar 4, Tevrakzene 5, Dar Naïm 2, Tayar 2 et 2 au niveau de la Moukata de Toujouni. Un nouveau cas à Lmina et un nouveau cas à Riyad. Pour la distribution des hospitalisés, nous avons un total de 17 hospitalisés avec situation clinique stable et 2 cas critiques.
Pluie hier soir sur plusieurs localités du pays. Les quantités de pluie suivantes ont été enregistrées. La Fondation Mauritanie sans mendiant a distribué aujourd'hui à Nouakchott une assistance financière à 168 personnes handicapées. L'opération a été supervisée par le Wali de Nouakchott Sud, Malika Nakli. C'est avec le sourire que ces personnes dans le besoin attendent de recevoir une assistance financière octroyée par la Fondation Mauritanie sans mendiant, et ce à la veille de l'Aïd el-Adha al-Mubarak. Cette initiative de cette fondation, relevant du ministère de l'Intérieur, a pour but d'atténuer les répercussions négatives du coronavirus sur cette frange sensible de la population qui comporte de nombreux handicapés. Au cours de cette opération, qui touche 168 personnes, 30 000 ouguiyas de l'ancienne monnaie seront distribués à chaque handicapé, 25 000 aux personnes âgées et 20 000 aux autres, et ce sous la supervision du Wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould-Sadek, qui rappelle que la Fondation Mauritanie sans mendiant avait procédé à une opération d'aide aux mendiants lors de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak passé, qui avait bénéficié à 904 personnes. Cette opération, dit-il, n'a pas englobé toutes les personnes ciblées enregistrées par la Fondation. C'est à cet effet que cette cérémonie est organisée aujourd'hui, afin que toutes les personnes concernées puissent bénéficier de cette manne. Les bénéficiaires ont exprimé leur grande satisfaction quant à ce geste noble. Mariam Si déclare que cette initiative de la Fondation l'aide à pouvoir s'acheter de quoi manger, et elle espère que ce projet perdurera et que les autorités nationales poursuivront leurs efforts en ce sens. « Je sens un mieux-être », dit-elle. Cette hôte souligne l'apport bénéfique que cela représente pour lui et rappelle les conditions difficiles que vivent les handicapés. Il aimerait néanmoins pouvoir recevoir plus et tous les mois, car nous sommes, dit-il, des handicapés, nous ne pouvons pas travailler et certains sont vieux. Cette cérémonie vient à point nommé à la veille de l'Aïd, permettant ainsi aux bénéficiaires enregistrés sur le listing de la Fondation Mauritanie sans mendiant de pouvoir faire face aux dépenses occasionnées par la fête. C'est un réel bonheur pour cette frange sensible de la population de pouvoir fêter l'Aïd comme il se doit, tout en permettant de pouvoir mettre un terme, un tant soit peu, au phénomène de la mendicité. Le Conseil régional de Nouakchott a tenu sa 3e session ordinaire ce mercredi. Au cours de la réunion, le Conseil régional a annoncé l'organisation de sessions de révision au profit de candidats aux examens du baccalauréat et du brevet. Ces sessions se dérouleront du 6 août au 6 septembre 2020 en collaboration avec le ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Les matières concernées sont les mathématiques, les sciences naturelles, la physique et la chimie. La commune d'Arafat a procédé ce matin à la distribution d'aides sociales à 300 bénéficiaires de la Muqata'a, et ce en marge de la réunion du conseil municipal qui s'est réuni en présence du Hakam de la commune. Retour à Minatakan. La commune d'Arafat a procédé aujourd'hui à la distribution d'aides financières à 300 familles démunies de la Muqata'a, une opération qui intervient 2 jours avant la célébration de la fête de l'Eid al-Adha et qui entre dans le cadre du programme et du volet social de la mairie. Supervisant la cérémonie, le maire de la commune, Ahmedoullah Hassan, a déclaré qu'après la réunion du conseil municipal, il a été décidé cette année de distribuer la somme de 1500 émerus à 300 familles vulnérables qui sont réparties comme suit. 180 familles pauvres dans la Muqata'a, en plus des responsables des mahadras, des imams et des employés de la commune. À noter que l'opération de solidarité s'est déroulée en marge de la réunion du conseil municipal où les membres ont approuvé la levée des fonds qui est de 15 millions d'ouguiyas. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Clôture de la 2e session parlementaire ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019-2020. La capitale abrite les travaux d'un colloque sur la réalité et les perspectives de la diplomatie mauritanienne.
Notre pays enregistre 93 nouvelles guérisons de Covid-19, 24 nouveaux cas de cette pandémie et aucun décès durant ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania. قلت لك طافيلات مع مش فرحتهم بقى. ما لا